Nous sommes en 1947, à Canton, aujourd'hui Guangzhou. La Chine est en pleine guerre civile. Les communistes de Mao avancent depuis le nord, le Kuomintang de Chiang Kai-shek recule. La plupart des grandes triades de Hong Kong portent des noms qui sonnent comme des déclarations d'intention. Sun Yat-sen, nouvelle justice et paix. Wo Xingwo, harmonie, victoire, harmonie. Des noms qui évoquent l'ordre, la fraternité, la prospérité. Des noms qui auraient pu appartenir à une association philanthropique ou même à une compagnie d'assurance. Le 14K est une exception et plusieurs légendes se disputent l'origine du nom. Dans ce contexte, le lieutenant-général Ko Tsiu-wong, officier nationaliste, fonde une organisation. Son objectif déclaré : lutter contre les communistes, mobiliser les patriotes, créer un réseau de soutien dans les milieux populaires du Guangdong. L'organisation s'installe au 14 Powa Road à Canton. La future triade prendrait donc son nom de cette adresse, le 14K. Il y a plusieurs versions sur la signification du K. Certains disent Kot, le nom du fondateur. D'autres disent Kuomintang, d'autres encore Kowloon, le quartier populaire de Hong Kong. Ou même plus original encore, les 14 carats de l'or, un métal fort précisément parce qu'il est mélangé à d'autres. La multiplicité des origines est elle-même un signe. Les organisations criminelles n'ont pas de récit officiel, elles ont des mythes en compétition. Nous sommes donc en octobre 1949. Mao proclame la République populaire de Chine. Le Kuomintang s'effondre. Des millions de nationalistes fuient vers Taïwan pour l'essentiel, mais aussi vers Hong Kong, Macao ou l'Asie du Sud-Est. La 14K fuit avec eux. Ko Tsiu-wong et ses hommes s'installent à Hong Kong. Ils apportent avec eux leur structure, leurs rituels et une idéologie anticommuniste que les autorités coloniales britanniques trouvent, dans le contexte de la guerre froide, plutôt sympathique et plutôt à même de servir la cause de la couronne britannique. Et c'est le paradoxe fondateur de la 14K. Elle est née comme organisation politique légitimiste. Ces hommes arrivent à Hong Kong avec une aura de résistants patriotes. Et dans la décennie qui suit, ils vont devenir l'une des organisations criminelles les plus redoutables d'Asie. Il faut bien comprendre le contexte. Hong Kong en 1950, c'est une ville qui accueille en quelques mois plusieurs centaines de milliers de réfugiés venus du continent chinois. Parmi eux, d'anciens militaires du Kuomintang sans solde, des membres de la Green Gang de Shanghai, la triade la plus puissante de Chine avant 1949, une triade alliée de Chiang Kai-shek qui contrôlait par exemple tout le port de Shanghai, le trafic d'opium et la prostitution dans toute la ville. Et avec eux, Hong Kong accueille des dizaines d'autres organisations criminelles qui avaient prospéré sous la République de Chine avant qu'elle ne devienne communiste et la République populaire de Mao. Ces hommes arrivent donc à Hong Kong avec leur code, leur réseau et leur savoir-faire. Ils n'ont pas d'autre métier en fait. Le passage se fait progressivement. Les réfugiés ont besoin d'argent, les activités légales ne suffisent pas, l'extorsion dans les marchés, la protection des jeux clandestins, le contrôle des bordels de Kowloon et de Wan Chai, ça rapporte beaucoup plus que le militantisme anticommuniste. La politique devient une façade, le crime devient le cœur du modèle. Dans cette période, la colonie portugaise à 60 km de Hong Kong est une plaque tournante du jeu légal et du crime. Souvenez-vous, l'enfer du jeu, Macao, la ville de tous les vices en Asie, est un terrain de transit pour l'héroïne, pour le blanchiment d'argent, pour les négociations entre les organisations rivales. Les hommes de la 14K y ont une présence durable. Macao sera le théâtre dans les années 90 d'une guerre des triades particulièrement sanglante. On aura l'occasion d'en reparler dans Eastbound. Comprendre les triades, c'est comprendre leur architecture. Elle est à la fois très ancienne et très efficace. Au sommet, il y a la tête de dragon, le chef suprême. Dans la 14K, ce titre a été tenu pendant des décennies par des figures puissantes dont les noms sont connus des services de police du monde entier, mais rarement des médias. En dessous, une structure numérique héritée des rituels secrets. Chaque poste porte un nombre. Le 438, les officiers supérieurs, dont les hommes de l'avant-garde sortent de commandos d'élite, et le maître de l'encens qui dirige les cérémonies d'initiation. Le chef des hommes de main, sorte de bras armés du système qui commande les opérations violentes. Il porte le chiffre 426. Ces nombres viennent de la numérologie taoïste. Leur somme, 4 plus 8 plus 9, 4 plus 3 plus 8, etc., contient toujours un multiple de 3.
le triangle, ciel, terre, homme. C'est pour ça qu'on les appelle les triades, pas parce qu'elles forment des trios, mais parce que leur cosmologie repose sur cette trinité. L'initiation est codifiée depuis des siècles, on boit du vin mélangé au sang de l'initié et des membres présents, on prête 36 serments sur la loyauté, sur le secret, sur les conséquences d'une trahison. Les conséquences sont précises d'ailleurs, mort par balle, mort par sabre, mort lente. La mise en scène est celle du XVIIIe siècle et elle fonctionne encore aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle lie les hommes mieux que n'importe quel contrat. Un contrat, ça se casse. Un serment de sang dans un rituel qui vous connecte à 300 ans d'histoire avec des frères qui ont vu la même chose que vous, c'est une autre architecture de la loyauté. Mais la 14K, et c'est là une grande différence, ne reste pas à Hong Kong. Les années 60 et 70, c'est l'époque des grandes migrations chinoises vers l'Europe. Les Chinatowns se constituent à Amsterdam, Rotterdam, Paris, Londres, Anvers. Des milliers de migrants du Guangdong et de Hong Kong. Des communautés compactes, peu intégrées avec leurs propres économies informelles. Mais avant de s'installer en Europe, il y a le Triangle d'Or. Le Triangle d'Or, c'est la frontière des 3 pays, la Birmanie, la Thaïlande et le Laos. Dans les années 60 et 70, le Triangle d'Or est le plus grand producteur d'héroïne du monde. Des généraux birmans, des seigneurs de guerre Shan, des réseaux de l'armée taïwanaise qui n'ont jamais quitté le nord de la Birmanie après 1949. Il y a aussi des agents de la CIA pendant la guerre du Vietnam et tout ça se mélange dans une économie de la drogue qui alimente l'Asie et commence à alimenter l'Europe. Les triades hongkongaises et la 14K en particulier sont le maillon de transport et de distribution. L'héroïne quitte le Triangle d'Or, passe par Bangkok, arrive à Hong Kong, est conditionnée et réexpédiée vers Amsterdam, vers Rotterdam et vers les Chinatowns de toute l'Europe. Les hommes de la 14K suivent la marchandise, ils s'installent dans les Chinatowns européens, ils taxent les restaurants, ils contrôlent la distribution locale. Amsterdam devient un nœud crucial. Les Pays-Bas, avec leur port de Rotterdam et leur tradition de tolérance pragmatique, sont une porte d'entrée idéale pour la drogue en Europe. Dans les années 80, la police néerlandaise identifie la 14K comme une des organisations criminelles les plus actives du pays. Des procès à Amsterdam dans les années 90 documentent pour la première fois en Europe l'architecture précise de la triade, les noms de code, les hiérarchies, les méthodes de transfert d'argent via des réseaux de change informels que les Chinois appellent le système Rawala, ou dans sa version cantonaise, le Feijian, l'argent qui vole. L'Australie, le Canada, les États-Unis, même schéma, partout où il y a des diasporas chinoises importantes, les triades sont présentes. Pas nécessairement visibles, pas nécessairement violentes au quotidien, mais elles sont bien là. Ce serait une erreur de parler des triades comme d'un phénomène du passé. En 2026, la 14K et ses équivalents se sont adaptés au XXIe siècle. Ils ont fait ce que font toutes les organisations criminelles intelligentes. Ils ont suivi l'argent là où il est allé. La crypto-monnaie, les usines à scam, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent d'Eastbound. Il y a aussi les casinos en ligne, les escroqueries dites du pig butchering. Le terme vient du cantonais. On engraisse le cochon avant de l'abattre. Vous appâtez pendant des semaines via des applications de rencontres ou des messages WhatsApp soi-disant envoyés par erreur. « Oh, vous n'êtes pas David ?» Tout ça pour essayer de construire une relation de confiance, puis vous présenter progressivement une opportunité d'investissement en crypto-monnaie sur une plateforme évidemment frauduleuse. Vous faire investir des dizaines, des centaines de milliers d'euros et puis tout disparaît du jour au lendemain. Vous avez forcément vu passer ce genre de message autour de vous. Ces opérations qui, depuis 2020, ont escroqué entre 20 et 60 milliards de dollars selon les estimations, escroquées des Européens, des Américains et des Asiatiques. Des opérations qui sont souvent gérées depuis ces zones grises de l'Asie du Sud-Est et en grande partie donc depuis le Triangle d'Or qui est passé du trafic de drogue au trafic sur Internet et aux crypto-monnaies. La Birmanie, le Cambodge et certaines zones frontalières de la Thaïlande, des quartiers entiers, parfois des villes entières construites de zéro avec des hôtels, des casinos, des centres commerciaux en surface et des centres d'arnaque en sous-sol. Quelques noms comme Myawaddy à la frontière birmano-thaïlandaise, Keke Park, Shwe Koko, des noms qui commencent à apparaître dans les rapports des Nations Unies et des services de police internationaux.
depuis 2022. Des milliers de personnes sont retenues de force, armées d'ordinateurs, forcées d'arnaquer des étrangers à longueur de journée. Il y a des quotas, des punitions physiques en cas de sous-performance, et même, parfois, il y a exécution des plus récalcitrants. Et les victimes dans ces camps ont été recrutées via des offres d'emploi frauduleuses dans des pays comme la Malaisie, Taïwan, l'Inde ou même la France. Par exemple, poste de service client, salaire attractif, Thaïlande. Puis à l'arrivée, on vous confisque le passeport. Voilà, vous imaginez l'histoire. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un épisode entier d'Eastbound consacré à ces camps de travail numérique. Les triades maintenant, elles ne gèrent pas tout ça directement. Elles sont souvent en amont, franchisseurs, fournisseurs d'infrastructures, blanchisseurs. Les profits remontent via des casinos de Macao, des sociétés écrans à Singapour, des wallets crypto anonymes. La relation entre les organisations criminelles chinoises traditionnelles et ces nouvelles économies du crime numérique est encore une vraie zone d'ombre du crime organisé au niveau mondial, mais les connexions sont bien là, identifiées dans des rapports de l'ONU publiés en 2023 et 2024. En 2024, le gouvernement de Hong Kong, sous administration chinoise depuis 1997 et sous le régime de sécurité nationale depuis 2020, a durci ses lois sur le crime organisé. Les triades visibles ont reculé. Les grandes épopées criminelles des années 80 et 90, les règlements de compte à Mongkok, les guerres de territoire, tout ça appartiennent à une autre époque. Mongkok, si vous n'y êtes jamais allé, c'est une des zones les plus densément peuplées de la planète. Un carrefour de marchés superposés, des shops de montres, de poissons combattants dans leurs bocaux, de bordels et de karaokés très louches, au dernier étage d'immeubles sans nom. Dans les années 90, Mongkok était le territoire disputé entre les Woshingwo et d'autres factions. Des règlements de compte dans les restaurants, des batailles à la machette dans les ruelles, des fuites à travers les marchés de nuit. Aujourd'hui, la surface est bien plus calme, propre presque. Les touristes prennent des photos, les policiers patrouillent en souriant. Mais Hong Kong garde la mémoire. La cinématographie hongkongaise comme John Woo ou Johnny To a fabriqué la mythologie mondiale des triades. Souvenez-vous de la trilogie Infernal Affairs ou le film Triad Election de Johnny To. Peut-être le film le plus précis, jamais tourné sur la politique interne d'une triade, ses élections, ses trahisons, ses codes de succession. Better Tomorrow avec Chow Yun-fat, intitulé Le syndicat du crime en français. Ces films ne sont pas de la pure fiction, ils sont nourris d'une réalité vécue par des générations d'habitants qui savaient exactement ce que signifiait un tatouage sur un avant-bras, un billet plié d'une certaine façon, un regard qui durait une seconde de trop. En 2026, les triades ne contrôlent plus les rues de Mongkok. Elles contrôlent des flux, des plateformes, des corridors financiers entre Hong Kong, Dubaï, Panama et les wallets crypto de milliers d'escrocs enfermés dans des camps au Cambodge et en Birmanie. La géographie du crime s'est dématérialisée. Mais les structures, la loyauté par le sang, la hiérarchie numérique, le mythe fondateur recyclé à chaque génération de recrues, ces structures ont 300 ans et elles ont survécu à des choses qui semblaient bien plus solides qu'une loi sur la sécurité nationale. La face visible, c'est le cinéma. La face invisible, c'est ce qui continue encore aujourd'hui. Quand vous êtes à Hong Kong, la prochaine fois que vous traversez Mongkok à 3h du matin ou Wan Chai et ses bars de nuit, et que vous voyez des hommes qui ne font rien de précis dans une rue, qui ne dort pas, peut-être que vous savez maintenant ce que vous regardez. Ou peut-être pas d'ailleurs. C'est aussi ça les triades. Elles survivent précisément parce qu'elles existent à la limite de ce qu'on voit et de ce qu'on préfère ne pas voir. Vous venez d'écouter Eastbound, 2 parties, 3 siècles d'histoire, des rizières du Fujian au data center du Triangle d'Or, des moines guerriers de Shaolin aux escrocs derrière leurs écrans dans des camps de travail numériques. Les triades ne sont pas une relique du passé. Elles sont une démonstration de quelque chose que les sociétés préfèrent ignorer. Les organisations criminelles durent quand elles remplissent un besoin que les États ou les marchés légaux ne satisfont pas, la protection, la solidarité, le réseau, l'appartenance. Et quand ces besoins-là disparaissent, eh bien elles s'adaptent, elles trouvent autre chose. Elles ont 300 ans d'entraînement pour ça. Ce qui m'a toujours frappé dans tous les pays d'Asie où j'ai couvert des réseaux criminels, c'est la continuité. Les noms changent, les activités changent, la géographie change, mais la logique reste. La loyauté codifiée, la violence, le mythe fondateur comme ciment, c'est une recette très ancienne et elle marche toujours aujourd'hui.
Si cet épisode vous a intéressé, abonnez-vous à Icebound. Retrouvez-moi aussi sur Substack, YouTube ou Spotify. C'était les Triades chinoises, 2 épisodes exceptionnels d'Icebound. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.